Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Boris Kimbwala. Le Congo est un pays qui vit un gigantesque paradoxe. Il ne s'agit bien entendu pas de ce Congo-ci, mais plutôt de celui-là. Un pays aux 342 000 km² de superficie, avec une population estimée à peine à 6 millions d'habitants et d'importantes ressources naturelles que bien de pays pourraient lui envier. Et pourtant, une très grande majorité des Congolais vivent dans la misère et subissent sans cesse un appauvrissement croissant qui les assigne à des conditions de vie précaires. Eh bien, cette gestion chaotique reste malheureusement caractérisée par une mauvaise gestion, mauvaise gouvernance politique, administrative, économique et financière. On a l'impression que la manne pétrolière qui tombe est une bénédiction pour l'élite politique qui gouverne le pays depuis plusieurs décennies maintenant, et une malédiction pour une grande majorité des Congolais qui d'ailleurs ont vu 14 000 milliards destinés aux générations futures se volatiliser du jour au lendemain. Dans cette vidéo, nous allons parler de la situation économique et financière chaotique dans laquelle se trouve plongé notre pays et en filigrane, nous allons parler des 14 000 milliards qui ont disparu. C'est la date symbolique marquant l'accession à l'indépendance de notre pays. Vert, jaune, rouge. Ce sont les couleurs emblématiques de notre drapeau national. 342 000 km². C'est l'étendue du territoire national qui regorge d'immenses ressources naturelles. Pétrole, bois, manganèse, gaz naturel, or, fer, diamant, plomb, cuivre, potasse, zinc, fleuves, rivières, océans, savanes, forêts et montagnes. C'est ça notre héritage commun. Celui de nos enfants et petits-enfants aussi. Nul n'a le droit de l'ignorer, nul n'a le droit de le contrer. Tous, nous avons le devoir de veiller sur le Congo. Il y a Bisso Congo, car le Congo... Cette semaine, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux, mais aussi dans certains médias internationaux comme TV5, une information qui nous a interloqués. Il s'agit d'un emprunt obligataire émis par le Congo sur le marché financier international en vue de lever des fonds d'un montant estimé à 670 millions de dollars américains. Si, comme le gouvernement, on peut se féliciter non pas de cet endettement supplémentaire, mais plutôt du fait que cet endettement signifie le retour du Congo sur le marché financier international dont il avait été exclu pendant 20 ans du fait de son non-respect des engagements financiers et du respect de l'échéancier vis-à-vis de ses créanciers. Un élément tout de même interroge et interpelle, à savoir le taux d'intérêt auquel ce prêt a été consenti. En effet, cet emprunt, dont l'échéance s'établit jusqu'à l'horizon 2032, a été consenti à un taux d'intérêt de 9,87%, c'est-à-dire 10%. Cela implique que l'État congolais devra rembourser, en plus du montant prêté, c'est-à-dire 670 millions de dollars américains, un montant de 660 millions de dollars américains par an au titre d'intérêt. Ce taux d'intérêt exorbitant s'explique par le niveau de risque que représente le Congo, mais aussi le manque de confiance qu'il inspire auprès de ses créanciers ou de ses institutions financières internationales. C'est ce qu'on appelle en finance des investissements spéculatifs, c'est-à-dire, compte tenu du risque que représente l'État congolais, l'institution financière qui lui prête de l'argent va chercher très rapidement à se faire rembourser et à rentabiliser son investissement en appliquant des taux d'intérêt élevés. En clair, lorsque vous êtes un client douteux parce que vous ne respectez pas le paiement de l'échéancier défini par votre créancier ou par votre banque, cette banque va vous appliquer des taux d'intérêt qui sont élevés justement pour se protéger contre le risque de défaut de paiement. Et donc par conséquent, ça s'appelle le défaut de paiement. Mais pourquoi contracter ce prêt dans ces conditions-là alors que le pays prétendument dispose de 14 000 milliards de fonds des générations futures? Pourquoi endetter davantage le pays alors que 20 ans après sa mise en place, le moment est plus que jamais propice pour commencer à exploiter ce fameux fonds des générations futures? Pour rappel,
Au cours de l'année 2003 à 2014, l'État congolais a engrangé 14 000 milliards d'excédents budgétaires grâce aux envolées de prix de barils de pétrole sur le marché international. Pendant cette période, l'État a jugé bon de mettre de côté cet argent et de le réserver aux générations futures. Voici ce que déclaraient les gouvernements successifs depuis Mwamba jusqu'à Colline Makosso, y compris le président de la République, au sujet de ces 14 000 milliards réservés aux générations futures. Ce que le Congolais lambda ne comprend pas, dans ce pays, on a connu des embellis, des années où il y a eu des excédents budgétaires. Cela a été déclaré devant la représentation nationale et déclaré même devant les médias. On a parlé de l'argent qu'on avait parlé pour les générations futures. Mettons que les caisses sont vides. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez dire exactement où est passé l'argent des générations futures? Là, le PIB, oui, il souffre. On craint même qu'il ne baisse encore. Donc, nous ne sommes pas le mauvais élève de la CEMAC, mais nous-mêmes, nous sommes conscients que nous devrons améliorer nos performances. Surtout quand on sait à seulement 1 an et demi, nous étions les premiers à avoir les réserves de change les plus importantes de la sous-région. Pendant des années, Monsieur le ministre Ondongo connaît le dossier. Pendant près de 3-4 ans, Monsieur le ministre. 5 ans, on avait les meilleures réserves de change du pays, de tout de notre CEMAC. Mais c'est comme une zone de solidarité aussi. On se soutient mutuellement. Mais nous ne voulons pas venir à la CEMAC en n'étant pas capables de regarder les autres en face. C'est pourquoi nous avons besoin d'améliorer nos performances dans ces différents domaines. Mais rassurez-vous, voilà, génération future, voilà. Ouais. Certaines dépenses, notamment d'investissement, la maturation d'un dossier prend du temps. Donc c'était une très bonne idée. Le Congo, comme les autres pays, ont accédé à l'idée de génération future. Oui, nous avons ouvert un compte qui a été abondé. De 2011, je crois, jusqu'à 2015, on a eu la ressource. Ces chiffres, je les donnerai à l'Assemblée nationale, mais pas à vous. Oui. Et oui, nous avons aussi un compte de fonds de stabilisation. A ouvert ce compte, mais il est plus libre parce qu'on peut un peu l'utiliser en cas de coup dur. Mais mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Vous êtes une confrérie, vous vous entendez toujours très bien, vous pouvez vous partager l'information. Eh oui. Parce que si vous partagez l'information, vous aurez bien compris ce jour-là que j'avais répondu. Que le gouvernement qu'on appelle, il y en a qui disent Mwamba 1, maintenant Mwamba 2, mais Mwamba 1, quand il arrive avec mes collègues, mais je trouve quand même 400 milliards en compte. C'était le reliquat d'une partie de ces fonds de génération future. Ouais, pour vous ayez une indication. Mais nous avons vécu déçus, on a réglé beaucoup de problèmes depuis une vingtaine de mois que je suis peut-être aux affaires. Oui, cet argent nous a permis de fonctionner, de dépenser objectivement dans certains projets, de finir la municipalisation de la Bouenza, de dépenser, l'État fonctionne. Hein? Donc, il n'y a aucun tabou autour de ces questions. Votre pays a bien ouvert des comptes qui a eu à dépenser ses ressources sur des choses tout à fait précises. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président?
Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Pour des Congolais naïfs qui se demanderaient encore ce qu'est advenu de ces 14 000 milliards destinés aux générations futures, je pense que cet emprunt obligataire, à mon avis, vient mettre un terme définitif aux spéculations et aux bafouements du gouvernement autour de cette question des 14 000 milliards. Si, face à autant de difficultés comme l'est le Congo, depuis quelques années maintenant, le pays n'est pas capable de recourir à ce fonds d'investissement fut-il des générations futures, c'est que cet argent n'existe tout simplement pas et qu'il est temps de sortir de cette illusion. En réalité, cet emprunt obligataire s'inscrit tout simplement dans une logique d'endettement massif dans laquelle le gouvernement a engagé le pays depuis fin 2014 et qui, sans jeu de mots, va devenir pour les générations futures l'héritage le plus lourd à porter dans les 20 prochaines années. Oui, il faut être réaliste. Notre pays est vraiment dans un sale état d'endettement et l'adjectif employé n'est qu'un euphémisme pour décrire une situation bien plus dramatique qu'on ne le pense. La situation de la dette publique congolaise a atteint un tel niveau de dégradation qu'elle est devenue insoutenable. Pour vous donner une idée du niveau de ce désastre, voici quelques chiffres. Au 31 décembre 2022, la dette publique congolaise s'établissait ou se chiffrait à 8 149 milliards de francs CFA et représentait à peu près 93,77% du PIB, produit intérieur brut, contre 8 821 milliards de francs CFA et 97,94% du produit intérieur brut en 2023. À noter que le PIB, le produit intérieur brut, est un indicateur standard qui permet de mesurer le niveau de production et de performance économique d'un pays à travers l'ensemble des biens et services consommés par les utilisateurs finaux au cours d'une certaine période, souvent une année, et à l'intérieur de ses frontières. Par exemple, tous les biens et services fabriqués par l'ensemble des entreprises congolaises comme étrangères opérant au Congo-Brazzaville permet de mesurer le niveau de produit intérieur brut, c'est-à-dire le niveau de richesse dégagé ou généré par le Congo. C'est la raison pour laquelle le ratio dette-PIB est utilisé ici pour mesurer la capacité d'endettement d'un pays par rapport à ce qu'il produit ou par rapport à ce qu'il génère comme revenu. Et donc de mesurer sa capacité d'endettement et de mesurer le niveau de soutenabilité de sa dette. Selon les standards de la CEMAC, c'est-à-dire la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont le Congo est membre, le seuil de soutenabilité de la dette d'un pays membre doit être de 70%. En d'autres termes, le niveau d'endettement d'un pays membre par rapport à son produit intérieur brut ne doit pas dépasser ce seuil. Or, dans le cas du Congo, force est de constater que son niveau d'endettement non seulement ne respecte pas ce seuil, mais aussi tend à dépasser son niveau de production de richesse ou de produit intérieur brut. Par conséquent, en 2024, le Congo-Brazzaville a vu sa demande de 100 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 150 millions d'euros, sur le marché des titres publics de la zone CEMAC être rejetée. Pour contourner cette difficulté, plusieurs courtisans au niveau du gouvernement ont mené des tractations auprès de plusieurs dirigeants étrangers, avec notamment des déplacements en Azerbaïdjan, afin de trouver des créanciers pouvant prêter de l'argent au pays. Il faut tout de même signaler que ce refus de la part de la CEMAC intervient après avoir initialement permis au Congo, au cours de cette même année 2024, grâce notamment au programme national pour l'optimisation de la trésorerie, note en sigle, de reprofiler plus de 1300 milliards de sa dette, c'est-à-dire de reporter dans le temps le paiement des échéances de plusieurs titres déjà existants. Selon la Caisse congolaise d'amortissement, CCA en sigle, au 31 décembre 2024, la dette publique congolaise se chiffrait à 8 530 milliards de francs CFA
et représentait environ 94,97% du produit intérieur brut, PIB, contre 97% en 2023, ce qui indique une légère baisse de la dette par rapport au produit intérieur brut. À noter par ailleurs que la dette publique se compose de deux éléments. Il y a la dette intérieure qui est contractée auprès des acteurs économiques tels que les banques, les entreprises de BTP privées ou publiques, s'il y en a, qui fournissent des prestations ou des services pour le compte des collectivités ou de l'État. Et la dette extérieure qui, elle, est contractée auprès des institutions financières ou des États étrangers. La dette intérieure, elle, quant à elle, est en forte croissance au niveau du pays et est estimée à peu près 5 milliards de francs CFA. Certes, il est reconnu en théorie économique que l'endettement est un puissant levier qui permet de financer la croissance et de doper la productivité nationale, mais encore faut-il que l'argent soit investi dans des grands projets de développement tels que la construction des routes, des centrales électriques, des écoles, des hôpitaux, bref, de créer les conditions qui permettent de créer de l'emploi et de créer de la richesse. Et c'est tout ce que l'État congolais ou les dirigeants congolais actuels ne savent pas faire ou ne veulent pas faire. Bien au contraire, l'argent emprunté est utilisé pour financer le train de vie de l'État, payer les fonctionnaires, payer une partie de la dette. Et donc, bref, on rentre dans un cercle vicieux où la dette est contractée pour entretenir la dette. Il convient ici de faire remarquer aux Congolais que les emprunts obligataires sont davantage privilégiés pour de gros projets d'investissement, comme je le disais tantôt, les ponts, les routes, les centrales électriques, afin de permettre à l'État de capitaliser sur l'effet de levier qui lui permet de dégager une plus-value nécessaire pour payer sa dette sans subir le poids de cette dette. Avec des maturités beaucoup plus longues, c'est-à-dire des échéanciers ou des échéances qui s'étendent sur 20, 30, 40 ans, plutôt que pour entretenir le train de vie de l'État. Et donc, on est en droit de se demander par rapport à cet emprunt obligataire, si l'autorité monétaire congolaise voulait tout simplement tester le marché financier international après cette absence remarquée de 20 ans, ou alors quelles sont les raisons qui motivent cet emprunt, d'autant plus que les conditions de cet emprunt posent question, soulèvent d'énormes questions de bon sens et de logique. En émettant cet emprunt obligataire en dollars, le Congo pourrait s'exposer à des risques systémiques graves, notamment avec un risque de refinancement élevé et un risque de change accru tout en restant dépendant de son secteur pétrolier, qui est le seul secteur sur lequel s'appuient toutes les prévisions économiques, y compris le taux de croissance du Congo. Pour tirer profit de cet emprunt, l'État congolais doit générer une valeur supérieure à 66 millions de dollars par an pour couvrir ses intérêts, donc ses charges au titre d'intérêt par rapport à cet emprunt, et financer de nouveaux investissements propices à la croissance économique à venir. Or, avec un taux d'intérêt de 10% très largement supérieur au taux de croissance normal du PIB, produit intérieur brut, qui à l'horizon 2032 s'établira autour de 3-4%, si les prévisions sur lesquelles s'appuie la situation actuelle sont fiables, et sous réserve qu'aucun événement dans la géopolitique ou dans la conjoncture ne vienne perturber ces prévisions, le ratio endettement-PIB risque très mécaniquement d'augmenter, ce qui va donc augmenter ou dégrader le niveau de soutenabilité de la dette du Congo. L'autre problème, c'est la vulnérabilité structurelle à laquelle s'expose l'économie
et le risque de change aggravé que cela induit. En effet, l'emprunt extérieur est dévoreur des devises étrangères. Le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts plus le principal, nécessite des dollars, ce qui va exercer une pression au niveau des réserves de change et augmenter le poids réel de la dette en monnaie locale. Par conséquent, la fluctuation de change pourrait engendrer un coût réel de remboursement beaucoup plus important en monnaie locale. Voilà ce que je voulais partager avec vous, voilà ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Que vous inspire donc cet emprunt obligataire qu'a émis le Congo sur le marché international? Pensez-vous, comme le gouvernement, que c'est plutôt de bon augure que le Congo revienne sur le marché financier international et que cela peut-être va ouvrir de meilleures perspectives pour l'avenir économique de notre pays? Ou plutôt vous êtes comme moi circonspect parce que vous y voyez plutôt une tendance à l'endettement qui va davantage peser sur les générations actuelles et les générations futures que de résoudre le problème réel du Congo. Voilà, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, car c'est ainsi que vous allez aider à faire connaître la chaîne, mais aussi à véhiculer, partager les valeurs que nous voulons promouvoir à travers cette chaîne, qui sont les valeurs d'unité, de partage et d'amour les uns pour les autres, parce que nous sommes les Congolais, parce que nous sommes les Africains et parce que nous voulons partager l'histoire de notre pays. Jusqu'à une prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt.